L'Europe est-elle condamnée à l'effacement entre la Chine et les États-Unis? Enrico Letta estime que l'Europe est en tout cas à un point de bascule. Il propose des solutions et des idées nouvelles pour la relancer. L'ex-chef du gouvernement italien est notre invité à la veille de la présidentielle américaine. Bonsoir Enrico Letta. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été président du Conseil des ministres d'Italie. Vous êtes désormais président de l'Institut Jacques Delors, à qui vous rendez hommage à travers le livre que vous venez d'écrire, des idées nouvelles pour l'Europe avec les femmes et les hommes qui la font. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors commençons, et c'est lié avec ce que vous écrivez dans le livre, commençons par cette présidentielle américaine. Comme tous les 4 ans, les Européens attendent avec anxiété le verdict des urnes américaines. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, appelle l'Union européenne à dépasser l'ère de ce qu'il appelle la sous-traitance géopolitique, c'est-à-dire à prendre en charge sa propre sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, dans les propos que je mets dans le livre et qui sont dans le rapport que j'ai présenté au Conseil européen au mois d'avril, il y a tout un chapitre important sur la question de la défense. Il faut mettre ensemble nos moyens de défense. Si on ne le fait pas, on se trouve comme ça s'est passé avec l'aide à l'Ukraine. Nous avons dépensé 140 milliards d'euros, ce qui est bien, il faut continuer à aider l'Ukraine, mais 80% de ces 140 milliards d'euros que le contribuable européen a dépensés sont allés pour créer des emplois au Michigan, en Pennsylvanie, en Sud-Corée ou en Turquie, parce qu'on a acheté des fournitures militaires non européennes. Pourquoi? Parce qu'on est fragmenté. Chacun fait le sien en petit, donc on n'est pas en condition de tenir sur des nécessités comme celles qu'on a vécues. Les États-Unis font le contraire. Ce qu'ils dépensent, c'est pour créer des emplois aux États-Unis. Je pense que ce sujet est essentiel. Mais vous n'appelez pas au protectionnisme en Europe comme le protectionnisme voulu notamment par Donald Trump, et voire d'ailleurs un protectionnisme aussi mis en place par l'administration Biden à coups de milliards de dollars. En vérité, là, ce n'est pas une question de protectionnisme dans le cas de la défense. C'est une question d'avoir la dimension, la taille pour faire les choses chez nous. On ne l'a pas parce qu'on est fragmenté. Je pense que tenir le drapeau européen bien élevé, ça veut dire donner la possibilité à faire des emplois chez nous. Alors le drapeau national, quand il est contre, quand il est dans cette fragmentation, ça veut dire faire jouir Wall Street, l'industrie américaine, l'industrie chinoise. C'est un serpent de mer. Vous maîtrisez parfaitement la langue française. Vous savez, c'est un serpent de mer, c'est l'Arlésienne. En fait, on en parle tout le temps de cette Europe de la défense. On ne la voit jamais. Et après tout, certains disent il y a déjà l'OTAN. La plupart des pays européens sont membres de l'OTAN. Pourquoi créer? C'est quoi une Europe de la défense? C'est une armée commune? Non, c'est pas ça. Il faut commencer par mettre ensemble l'industrie de la défense. Et là, il y a une très forte incitation, c'est les emplois. Oui. Ce n'est pas possible qu'on dépense notre argent pour créer des emplois aux États-Unis. Il faut dépenser notre argent pour des emplois ici, dans ce domaine. Ça veut dire que... C'est une question économique, ce n'est pas une question de dépendance sécuritaire. Mais vous savez très bien que la question de qu'est-ce qu'on achète est aussi une question après d'indépendance. Et sur la question de comment financer tout ça, l'autre proposition que je fais est celle d'employer le MES, le mécanisme européen de stabilité, qui est là, a été construit pendant la crise financière et qu'on n'emploie pas. Il a l'argent. Alors je dis, on emploie cet argent pour faire en sorte qu'on puisse se défendre. Vous dites que l'Europe est à un point de bascule, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si on continue comme ça, on va être dans quelques années obligé à se dire, est-ce qu'on préfère être une colonie américaine ou une colonie chinoise? Dans trop de domaines, on est fragmenté en 27. Quand on parle d'Europe, et on dit l'Europe, les États-Unis, la Chine, dans trop de domaines, l'Europe est seulement une expression géographique. Je vous en cite 3. Énergie, télécom, marché des capitaux, marché financier. Dans les marchés financiers, on est 27. Alors qu'on a la même monnaie dans nos poches. Mais on a par exemple l'épargne des Européens qui s'en va aux États-Unis parce que le marché américain est uni et beaucoup donc plus attrayant. Le Nasdaq tout seul vaut comme toutes les bourses européennes ensemble et multiplié par 2. Parce qu'il y en a un. Et la même chose pour ce qui se passe avec les paiements électroniques par exemple. Tous relayés par des cartes de crédit américaines. Parce que chez nous, on ne veut pas qu'il y ait un marché unique. Donc, moi je dis, ou bien on élimine ces fragmentations, ou bien on va faire en sorte que nos emplois vont aller aux États-Unis,
Notre argent va aller aux États-Unis et l'industrie chinoise est celle qui va gagner. Regardez ce qui se passe avec tout ce qui est... Intelligence artificielle. mais non seulement ça, le solaire. Tous les matériaux pour faire le solaire, tout est américain, tout est chinois. Franchement, il faut s'arrêter, il faut arrêter. Il faut se mettre ensemble. Seulement en se mettant ensemble, on est capable de reprendre le chemin de l'innovation. Mais il ne suffit pas de se mettre ensemble. Ce n'est pas mécanique, je veux dire. Oui, mais je vous fais un exemple. Si l'Allemagne a misé sur l'automobile pendant des décennies, comment aujourd'hui peut-elle se lever d'un coup et fabriquer des semi-conducteurs, des puces électroniques? Par exemple, il faut qu'il y ait là des investissements avec des grands projets européens. Je vous fais un exemple. Où est-ce qu'on gagne? Dans l'industrie des avions. Pourquoi? Parce qu'il y a un Airbus, un seul. Il n'y a pas 27 Airbus. S'il y avait 27 Airbus, c'était Boeing qui gagnait. Et je suis sûr que dans les derniers journaux télévisés, vous avez raconté le fait que Boeing est en difficulté, en train de licencier. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a un Airbus, c'est le modèle, selon vous? Je pense que oui. Il y a aujourd'hui un groupe qui va très mal, qui est le symbole de cette Europe en plein décrochage, c'est la dégringolade de Northvolt. Vous l'avez entendu sûrement parler. Les dirigeants du géant suédois des batteries électriques tentent de trouver des fonds, de l'argent pour éviter la faillite. Vous avez cité Airbus, là on a l'exemple diamétralement opposé. Oui, là aussi parce qu'en Europe, on manque de ce que les États-Unis ont, c'est-à-dire un marché des capitaux d'investissement privé de force et de taille à faire en sorte que les investissements dans les domaines du futur soient là. Pourquoi les États-Unis sur l'intelligence artificielle nous battent? Pourquoi les Chinois nous battent? Parce qu'ils ont une grande quantité d'argent. Nous, on a simplement une dimension nationale. Avec cette dimension nationale, l'argent n'est pas suffisant. Ce n'est pas un cas que sur l'intelligence artificielle, même les meilleurs cerveaux européens s'en vont aux États-Unis. Ouais, vous abordez dans votre livre la question de la fuite des cerveaux. Et ils s'en vont aux États-Unis parce que là, ils ont de l'argent pour faire une tentative, il y a une faillite, une deuxième tentative, puis une autre. Regardez ce qui se passe aussi dans l'espace, dans les satellites. Ce type qui s'appelle Elon Musk est en train aujourd'hui de prendre le lead, de prendre la tête à cause du fait qu'il a l'argent pour le faire. Il veut le faire et les États-Unis sont en train de mener les jeux là aussi. La défense, l'économie, mais aussi le sentiment ou pas d'appartenance à cette Europe-là. Qui se sent européen? Quel avenir peut offrir aussi l'Union européenne? Ces questions, elles sont au cœur de votre périple. Vous avez sillonné les 27 États membres, 65 villes tout de même au total. Il y a quand même une question aussi qui nous taraude, et vous le dites vous-même d'ailleurs, vous dites que parfois l'amour envers l'Europe, le désir d'Europe en tout cas, il est plus fort à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur, dans des pays limitrophes de l'Europe, par exemple la Moldavie, qui vient d'élire une nouvelle présidente. Comment expliquez-vous ce paradoxe? C'est un paradoxe qui est le paradoxe de ce que nous croyons être acquis. Nous sommes en Europe depuis toujours, je pense à la France, à l'Italie, on a toujours été là, on était les fondateurs. Donc quand on pense que tout est acquis, on ne pense pas au fait qu'il faut le défendre, l'état de droit et toutes les valeurs qui sont liées à l'état de droit. Et le fait d'être en condition de défendre tout ça, c'est fondamental. Mais est-ce que vous ne sentez pas aussi qu'il y a une certaine défiance envers l'Europe et ses institutions, de par aussi le fait que certains se sentent déclassés en Europe? On le voit aux États-Unis, on le voit aussi en Europe, en disant cette Europe-là, certes, il y a eu des avancées, une monnaie unique notamment, mais qu'il y a aussi effectivement une désillusion, un désenchantement chez beaucoup d'Européens. C'est pour ça que j'ai mis un chapitre dans le livre qui s'appelle « La liberté de rester ». On ne peut pas faire en sorte que l'Europe donne seulement la liberté de bouger, comme ça a été jusqu'à maintenant perçu par beaucoup de gens. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « l'Europe, c'est pour vous qui parlez plusieurs langues, qui voyagez, qui allez dans d'autres pays travailler. C'est pas pour moi qui reste ici, qui a toujours vécu ici. » En vérité, l'Europe, c'est pour tout le monde parce qu'elle garantit la paix pour tout le monde. Et la prospérité et aussi les opportunités de choix, par exemple. Mais ce sujet de faire en sorte que l'Europe soit aussi liberté de rester, moi je mise dans le rapport
toute une série d'idées sur les services d'intérêt généraux. On ne peut pas faire en sorte que les services d'intérêt généraux soient seulement garantis dans les grands centres, dans les grandes villes. Justement, j'allais vous dire, je ne sais pas si vous avez rencontré des agriculteurs, mais allez expliquer le rêve européen à un agriculteur, alors que l'Ukraine frappe aux portes de l'Europe. Vous savez que c'est un vrai sujet. C'est un sujet. Sur la question des importations, la question des céréales, la question des volailles, vous l'évoquez évidemment. Et il y a un chapitre sur ça dans le livre et dans le rapport dans lequel je demande un plan pour financer la transition verte et pour l'accompagner socialement. Et ce plan est un plan qui a besoin d'investissement privé et d'investissement public. Et je lis dans le rapport l'intégration du marché des capitaux au fait que cette intégration du marché des capitaux doit lier l'épargne des Européens au financement pour soutenir la transition verte et pour la rendre juste. Sinon, comme j'ai entendu à Varsovie, en Belgique, en France, en Italie, les agriculteurs, et pas seulement eux, les travailleurs dans l'industrie automobile, mais aussi les propriétaires de maisons vont vous dire je ne veux pas payer pour ça. Si la transition verte est un luxe pour ceux qui peuvent se le permettre, ça va être une faillite. C'est pour ça que ce plan est nécessaire. Et à la fin, le cœur de mon rapport et le cœur du livre est exactement ça. Il y a cette Europe qui s'inquiète, donc, qui regarde avec un certain stress, une certaine angoisse le résultat de la présidentielle aux États-Unis. Mais l'administration Biden et les démocrates, au fond, encore une fois, sont tout aussi défenseurs avant tout des intérêts nationaux américains face à cette Europe-là. Pourquoi est-ce que cette Europe-là ne se défend pas plus? Parce qu'on pense que chacun doit répondre à son drapeau national. Et alors, on ne comprend pas que, vous savez, quand le marché unique, vous avez parlé justement de Jacques Delors au début. Jacques Delors crée le marché unique dans les années 80. À cette époque, la France, toute seule, valait économiquement comme la Chine et l'Inde ensemble. Aujourd'hui, ça fait un peu réfléchir tout ça. Dit comme ça, c'est impressionnant. Oui, parce qu'aujourd'hui, Chine et Inde ensemble, c'est le 25% de la richesse mondiale. C'est 10 fois la France. Donc évidemment, le grand sujet aujourd'hui est celui de comprendre que ce qu'on pensait pouvait être fait tout seul, chaque pays, maintenant il faut le faire ensemble. C'est le modèle Airbus. Ça a marché avec Airbus. Il faut le faire aussi dans d'autres domaines. Prenons Doliprane, vous connaissez ce médicament, le paracétamol. Vous avez entendu parler de cette affaire en France qui a fait grand bruit. Alors même qu'après la pandémie, le président Emmanuel Macron avait dit qu'il faut une souveraineté sanitaire. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'Européens qui sont venus au secours pour éviter que ça tombe sous l'escarcelle d'un groupe américain. Parce que même dans ce secteur, tout est fragmenté. Donc, chaque marché européen est tout seul. Vous savez, la chose fondamentale que j'ai compris avec ce périple dont vous avez parlé et dont je parle dans le livre, c'est que les gens ne savent pas, même les hommes et les femmes politiques ne savent pas qu'on a la même monnaie dans nos poches, mais que le marché financier est à 27. Les télécoms sont à 27. Dans votre poche, vous avez un plus 33. Moi, dans ma poche, j'ai un plus 39. C'est le préfixe de chaque pays. En Europe, on a des préfixes partout, ce qui divise et sépare pays par pays. Et évidemment, tout ça a un impact énorme sur la force des opérateurs de télécom. Un opérateur de télécom en Europe a une moyenne de 5 millions de clients. Aux États-Unis, c'est une moyenne de 100 millions de clients. Et en Chine, c'est une moyenne de 450 millions de clients. Évidemment, les épaules du géant chinois ou américains sont beaucoup plus fortes du géant européen qui est très petit. Et vous savez, dans les années 80 et 90, toutes les marques de télécom étaient toutes européennes. La révolution des télécoms a été européenne. Le GSM était européen. Aujourd'hui, à cause de cette fragmentation, tout est chinois ou tout est américain. Merci beaucoup Enrico Letta pour ce témoignage. Des idées nouvelles pour l'Europe. Un livre à lire si vous voulez avoir des pistes justement pour réformer et renforcer cette union des 27 lancée notamment à l'époque par Jacques Delors. Vous avez sillonné, on le rappelle, donc plusieurs pays, les 27 d'ailleurs, et 65 villes avec les femmes et les hommes qui font cette Europe. Merci Enrico Letta. Merci à vous.